Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. On va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. On va d'abord le faire avec notre invité du jour, c'est Philippe Bas. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sénateur LR de la Manche, président de la Commission des lois, membre de la délégation parlementaire au renseignement et vous nous direz comment vous voyez ce jeudi noir qui se profile. Durant cette heure, nous irons aussi en salle des conférences pour recueillir les réactions d'autres sénateurs et sénatrices et ce sera avec vous Alexandre Poussard. Et oui Rebecca, on va parler de la réforme des retraites avec Sylvie Vermeillet, sénatrice et membre du Conseil d'orientation des retraites. Elle suit donc de très près ce sujet. A tout à l'heure Alexandre, et puis nous irons aussi dans l'hémicycle du Sénat avec vous Alice Bardot. Et oui Rebecca, aujourd'hui on a parlé sécurité des ponts dans l'hémicycle, un sujet qui a fait la une de l'actualité récemment après l'effondrement d'un pont près de Toulouse. Allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire. Avec nous aujourd'hui, Marie Brémaud, bienvenue. Grogne contre la réforme des retraites en France, on l'a compris, et ailleurs dans le monde. Comment ça fonctionne ? Un rapport de l'OCDE appelle à réduire les inégalités des systèmes de retraite dans le monde. On a envie d'en savoir plus. Jonathan Dupriez fait aussi partie du club aujourd'hui. Bienvenue Jonathan. Ça y est, une pétition a franchi le cap du million. Ouais, c'était jour de fête pour les opposants à la privatisation d'ADP. Et on verra ça en images. Quentin Calmet fermera la marche de ce club. Quentin, bienvenue. Vous avez lu le livre de notre invité, Philippe Bas. Voilà, de l'ombre des grands personnages à la lumière de l'affaire Benalla. À tout à l'heure. Dans une demi-heure, notre grand débat sur cette réforme des retraites qui fait donc hurler toutes les oppositions. Le texte n'est pas encore connu, me direz-vous. Mais les grands axes, si. Et cela suffit à mobiliser. Le système par points, c'est non. La fin des régimes spéciaux, c'est non aussi. Même pas besoin de réforme dans l'immédiat, nous disent certains. Difficile d'y voir clair. On va vous aider à vous faire votre avis. #ALPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. Mais d'abord, les perturbations très concrètes auxquelles il faut vous préparer. Transports, hôpitaux, écoles, avocats, pompiers, policiers. Demain, la France est à l'arrêt, ou presque. Voyons les prévisions avec Cécile Sixou. Ce sera bien un jeudi noir pour les usagers des transports, pour qui se déplacer demain sera quasi impossible. C'est en tout cas ce qu'a confirmé le secrétaire d'État Jean-Baptiste Djebbari ce matin. Le trafic sera très dégradé et que le gouvernement respecte le droit des grévistes à se mobiliser contre la réforme des retraites et qu'il tente d'informer du mieux qu'il peut les millions de Français qui demain n'auront pas d'autre choix que les transports en commun pour se rendre à leur travail ou satisfaire d'autres besoins. Très peu de trains circuleront. 1 sur 10 selon la SNCF, qui prévoit encore moins de TER, 3% seulement en France. En région parisienne, le trafic sera également très fortement perturbé. 11 lignes de métro seront carrément fermées. Les autres, comme le RER, fonctionneront uniquement aux heures de pointe. Enfin, il y aura très peu de bus, 1 sur 3, et de tramways. Le gouvernement incite ceux qui le peuvent à faire du télétravail, mais aussi à utiliser les transports de substitution. En Ile-de-France, la région va proposer du covoiturage gratuit. La RATP et la SNCF ont aussi noué beaucoup de partenariats, là encore dans le covoiturage, avec des VTC, avec des taxis. Et c'est à peu près 500 000 voyages qui pourraient être assurés avec ces solutions alternatives. Donc au global, c'est de l'ordre de 15% de l'offre d'un jour normal qui sera assurée demain. Les parents devront également trouver des solutions pour la garde de leurs enfants. À Paris, 70% des enseignants seront en grève et 4 écoles sur 10 fermées. En France, ce sera 1 école sur 2. Côté manifestation, environ 250 ont été déclarés selon Christophe Castaner. Le ministre de l'Intérieur craint les débordements du mouvement Black Bloc. Il y aura une mobilisation importante, syndicale, et il y aura aussi des risques. Nous devons faire face à ces risques et j'ai demandé que systématiquement, dès qu'il y aura des désordres, des émeutes urbaines, des violences, nous puissions interpeller tout de suite. Au total, le gouvernement compte déployer 6 000 policiers et gendarmes. Philippe Bas, disons-le, ça va être une vraie galère demain pour des millions de Français. Comment vous voyez cela ? Vous compatissez ? Est-ce que vous-même vous allez subir cette grève ? Est-ce que vous seriez pour la réquisition des grévistes, pour assurer un service minimum garanti ? Comment vous voyez cela ? On fera le bilan demain. Je réagis prudemment pour l'instant. Ce que j'observe, c'est que c'est une grève préparée de longue main, à laquelle se sont associées de nombreuses organisations syndicales et pas que syndicales. Et que les grévistes réagissent à un projet de réforme dont on parle beaucoup, mais qui en réalité n'est pas connu, et qui est une réforme dite systémique. Je crains parfois qu'on fasse un grand jardin à la française, harmonieux, symétrique, mais qui ne porte pas sur les garanties de financement qu'il faut apporter aux retraités d'aujourd'hui et de demain pour être sûr
que le fruit de leur cotisation leur permettra d'avoir une retraite correcte. Alors, on va continuer de parler de ce sujet. On va aller voir Marie-Noëlle Lienemann, qui se trouve en salle des conférences. La sénatrice rattachée au groupe communiste est avec Alexandre Poussard. Marie-Noëlle Lienemann, cette réforme du régime des retraites, est-ce qu'elle est nécessaire financièrement pour apporter des garanties financières, notamment pour l'avenir de nos retraités? Non, le déficit de notre régime de retraite est artificiellement entretenu, notamment quand on regarde le rapport du corps. Conseil d'orientation des retraites. Voilà. Donc on a là d'abord une fourchette gigantesque pour 2025 qui est de 7 à 14 ou 8 à 15 milliards d'euros. Donc on montre déjà le manque de pression. Et quand on regarde en détail, on se rend compte qu'il n'y a absolument pas d'augmentation des dépenses par rapport à toutes les prévisions avant, mais il baisse les recettes. Et pourquoi il baisse les recettes? Parce que l'État ne compense plus toute une série d'allégements de cotisations que la loi Veil pourtant obligeait à compenser. Et deuxièmement, parce que on a une estimation d'une chute du nombre de fonctionnaires et du gel des emplois, des salaires des fonctionnaires. J'ose espérer que d'ici 2025, on ne va pas geler les salaires des fonctionnaires. Quant à la chute, on voit bien la difficulté de baisser parce qu'il y a des besoins dans nos services publics. Donc ce système de déficit, il est lié à une survalorisation de manque de recettes provenant d'un jeu d'écriture de la part de l'État. Donc il n'y a pas un déficit de cette nature. Et même à supposer qu'en 2025, on serait autour de 7 à 8 milliards, on est par rapport à des sommes qui, par exemple, des allégements de cotisations annuels sur le CICE de 41 milliards, sur un budget global qui est de plusieurs centaines de milliards. Donc ce n'est pas de nature à tout remettre en cause. Faut-il changer des choses? Oui. Donc pas de nécessité financière. Est-ce qu'il y a une nécessité de justice sociale à faire cette réforme de régime universel des retraites? Alors universel, non. Enfin, parce que derrière universel, ça veut dire la retraite par points. La retraite par points, elle est absolument fragilisante pour les retraités et va amener à une baisse des retraites. D'ailleurs, le corps, quand il met le fameux comité d'orientation des retraites, indique qu'au lieu d'avoir un taux de 50% par rapport à notre ancien salaire, on tomberait à 33% si ce système était mis en place. Mais surtout, et s'il y a de la justice sociale à faire, c'est de faire converger vers le haut les métiers qui ont les mêmes pénibilités et d'essayer de mieux prendre en compte ce phénomène, d'harmoniser les régimes, pas de les supprimer, pour les faire converger vers des choses beaucoup plus proches en fonction du travail des salariés. Très bien, une réforme par le haut. Oui, et par ailleurs, faire cotiser toutes les primes, parce que je vous rappelle qu'on n'augmente plus les salaires, on augmente les primes pour se dispenser de payer des cotisations et il ne faut pas s'étonner que ça obère un peu l'avenir. D'accord. Merci beaucoup, Marie-Noëlle Lienemann, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, Alexandre. Votre réaction, Philippe Bas, pas de nécessité financière à faire cette réforme déjà. Alors Marie-Noëlle Lienemann n'est pas là pour me répondre. Non. Mais je vais quand même dire que je pense que ce qu'elle dit n'est pas vrai et qu'elle fait une interprétation erronée de ce que dit le Conseil d'orientation des retraites. Elle dit d'ailleurs exactement le chiffre, la fourchette des déficits à venir. Ils sont très élevés. Et si vous voulez être sûr de votre retraite, vous avez quand même intérêt à ce qu'on consolide le financement de la retraite. Et elle nous dit, c'est parce qu'on manque de recettes. Si les fonctionnaires étaient mieux payés et les salariés étaient mieux payés, il y aurait plus de cotisations, il n'y aurait pas de problème. Elle oublie simplement de dire que si les fonctionnaires et les salariés étaient mieux payés, ils auraient le droit à une retraite plus élevée. Donc leur hausse de cotisation serait absorbée par les retraites à venir. Je crois que il faut faire simple. Qu'est-ce que la retraite ? C'est du salaire différé, car vous savez que vous ne pourrez pas travailler toute votre vie, vous serez âgé un jour, et à ce moment-là, il va falloir qu'on remplace votre revenu du travail par la retraite. Donc on vous prend, système des points, c'est ça ? On vous prend mais c'est déjà le système actuel, on vous prend une partie de votre revenu actuel pour financer les retraites des autres, et en contrepartie, les générations à venir, on leur prendra aussi une partie de leur revenu pour financer votre retraite quand vous ne pouvez plus travailler. Et quand on a rappelé les bases, c'est tout simple. Si vous êtes en moyenne 10 ans en retraite, ça ne coûte pas la même chose que si vous êtes en moyenne 25 ans en retraite. Et si vous êtes valide à 62, 63, 65 ans, eh bien, la justification de la retraite
qui est que normalement on vous donne un revenu parce que vous ne pouvez plus travailler, n'existe plus dans les mêmes termes. La retraite n'est pas faite pour payer des loisirs à partir d'un certain âge. La retraite est faite pour substituer au revenu du travail un autre revenu parce que vous ne pouvez plus travailler. Ce n'est pas raisonnable de vous faire continuer à travailler. Eh bien, la situation actuelle, vous vivez plus longtemps, la durée de retraite est plus longue, ça coûte plus cher, eh bien, c'est une équation mathématique. Et je crois qu'il faut aborder le sujet en jouant franc jeu. Sans faire de politique, quoi. En faisant de la politique. Mais la politique, c'est aussi de bien expliquer les problèmes et d'essayer de le faire simplement, en disant aux Français, mais ce n'est pas mon problème de gouvernement, c'est votre problème à vous, à vous tous les Français. Comment voulez-vous faire? Est-ce que vous voulez aujourd'hui augmenter votre cotisation? La clameur populaire répond non. Est-ce que vous voulez diminuer les retraites? La clameur populaire dit non. Oui, mais si vous dites non à tout, je n'ai le choix qu'entre 3 solutions, laquelle préférez-vous? Et là, vous abordez le sujet d'une manière qui n'est pas complètement fumeuse. Parce que actuellement, le pire, au fond, je me dis, si une partie de nos concitoyens sont mécontents et qu'ils protestent, eh bien, ils ont raison de le faire, mais qu'au moins ils protestent contre quelque chose de concret et contre une décision et une réforme qui va servir leur intérêt, bien compris, en garantissant le financement de leur retraite. Cette garantie, je ne la vois pas venir. Alors ça n'en vaut pas la peine de mettre les gens dans la rue sans leur donner la garantie du financement de leur retraite. On a bien compris. Philippe, on va continuer de parler de tout ça, mais avec nos chroniqueurs cette fois, puisque c'est l'heure du club d'Allons plus loin. Marie Brémond, on commence ce club avec vous. La réforme des retraites fait débat, on l'a compris, mais comment est-ce que ça se passe ailleurs? Eh bien, il se trouve qu'il y a quelques jours, l'OCDE a sorti un rapport qui permet justement de comparer. Oui, alors d'abord quelques éléments de contexte. L'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, est une organisation internationale qui œuvre pour la mise en place de politiques publiques qui favorisent la prospérité, l'égalité des chances et le bien-être pour tous. Un joli programme. Chaque année, l'OCDE publie un rapport. Cette année, 224 pages dans lesquelles est passé au crible le système de retraite et de pension de 37 pays dans le monde, dont la France. Premier constat, eh bien, les retraités français, ils sont aujourd'hui mieux lotis que dans bon nombre de pays. Alors attention, mieux lotis, concrètement, ça veut dire quoi? L'âge moyen de sortie du marché du travail en France, il est de 60,8 ans. La moyenne dans les autres pays de l'OCDE, elle tourne plutôt autour de 64 ans. Dans ce domaine, la France, elle n'est devancée que par la République slovaque, sauf qu'en Slovaquie, l'espérance de vie est moindre qu'en France. Pour l'anecdote, en Corée du Sud, on part plutôt à la retraite autour de 70 ans. Des retraités mieux lotis en ce qui concerne aussi le taux de remplacement. Alors, le taux de remplacement, c'est le pourcentage du revenu d'activité que conserve un salarié quand il part à la retraite. Et là, l'écart avec les autres pays, il est assez saisissant. En France, le taux de remplacement net, il atteint 74%, alors que dans la quarantaine de pays de l'OCDE, il est à 58%. La France se situe ainsi dans le peloton de tête des pays assurant les meilleurs taux de remplacement, même si elle est toutefois devancée par l'Espagne et l'Italie. Et du coup, on peut tirer quels enseignements de tout ça? Eh bien, les enseignements, ils sont assez clairement exprimés dans le rapport de l'OCDE. Concernant le cas de la France, l'OCDE estime que le système français offre une très bonne protection sociale aux retraités, mais note tout de même que les retraités à venir percevront une moins bonne retraite que les retraités actuels. Je cite le rapport, la génération entrant aujourd'hui sur le marché du travail aura un taux de remplacement environ 10% plus faible que celle née en 1940, tout en partant à la retraite 4 ans plus tard pour bénéficier d'une retraite à taux plein. L'OCDE souligne également en France une profonde inégalité de système entre les salariés et les non-salariés. Mais cela n'est pas spécifique à la France puisque l'organisation internationale préconise à quasiment tous les pays de l'OCDE de réduire les différences de traitement avec les travailleurs non salariés, mais aussi avec les travailleurs à temps partiel. En gros, les personnes les plus précaires qui sont bien souvent des femmes et les personnes les plus âgées. Donc on a compris qu'on était plutôt mieux lotis que les autres. Philippe, est-ce que ça veut dire qu'il faut justement préserver ce système qui nous protège ou est-ce qu'il faut tendre vers ce que font les autres, c'est-à-dire travailler plus tard, plus longtemps, tout ça? D'abord, je dois dire qu'il est très utile de mettre ainsi les données objectives sur la table. On n'est pas plutôt mieux lotis, on est beaucoup mieux lotis. Non, mais c'est bien ce qui ressort de ces chiffres. C'est vrai. On peut ajouter qu'aujourd'hui,
le revenu moyen des retraités est de 103% du revenu des actifs. Et je ne dis pas ça pour stigmatiser les retraités, parce qu'il y a un autre aspect. Vous avez cité l'inégalité entre salariés et professionnels indépendants, mais il y a aussi parmi les salariés des petites retraites, et il y a des toutes petites retraites agricoles, par exemple. Et donc, il ne faut pas que les chiffres moyens dissimulent aussi l'étendue des inégalités. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il faut les régler. Mais on peut régler les problèmes d'inégalité à la faveur d'un effort national qui est demandé aux Français pour garantir dans leur propre intérêt et, si possible, avec leur accord, la pérennité du système des retraites pour les générations actives d'aujourd'hui, pour demain. Et pour que les retraités d'aujourd'hui ne voient pas leurs revenus érodés année après année, comme c'est le cas en ce moment, je vous le signale. Parce que, en dehors de toute décision majeure, les questions d'indexation, par exemple, font que le pouvoir d'achat de la retraite, par rapport au moment où vous la prenez, 5 ans après, il n'est plus le même. Donc, de toute façon, on s'arrange comme ça pour gratter un petit peu, pour améliorer l'équilibre financier du régime, et tout ceci n'est pas loyal. Tandis que mettre les problèmes sur la table et dire parlons-en. Nous, les Français, on est quand même un grand peuple républicain, on a atteint la maturité démocratique nécessaire, on peut quand même bien se dire un certain nombre de choses et ensuite prendre des décisions courageuses. C'est pas la non-réforme qu'il faut préconiser comme certains le font. C'est une réforme qui garantit votre retraite et ça n'est pas ce que propose l'actuel gouvernement qui est en train de faire une réforme politique. Dont les contours sont mal définis et qui visent surtout à apporter des satisfactions en instrumentalisant un thème qui est normalement très important en France, c'est celui de l'égalité. En une seconde, oui, non, vous irez manifester demain, non? Il me semble qu'un parlementaire a d'autres moyens d'action. Et ça ne veut pas dire que je ne suis pas à l'écoute de ce qui se passe dans la rue. Mais je dois dire que je ne partage pas toutes les raisons que les grévistes, pour une partie d'entre eux, mettent en avant. Puisque je dis, moi, qu'il faut être courageux et accepter des réformes, mais que je considère qu'actuellement, il n'y a pas sur la table une réforme qui apporte les garanties d'équilibre du financement des retraites pour que, au fond, ceux qui n'auront que leur retraite pour vivre, il y en a qui peuvent avoir des placements, mais ceux qui n'ont que leur retraite pour vivre, c'est eux qui ont le plus besoin de cette réforme qui n'est pas proposé et qu'il faut faire. Allez, un tout autre sujet avec Jonathan Dupriez. On continue avec vous. On vous parle depuis le mois d'avril. 248 parlementaires, tous bords confondus, ont lancé une procédure pour obtenir un référendum d'initiative partagée contre la privatisation d'ADP. Ils voulaient atteindre le million de signatures et c'est fait. Oui, c'est fait. Ce million, ces élus de l'opposition l'attendaient avec impatience. Et ça, c'est tombé ce matin à 10h30 dans un communiqué du Conseil constitutionnel. On compte désormais 1 500 000 signataires. Donc de cette pétition que je rappelle très officielle, encadrée par le ministère de l'Intérieur notamment et le Conseil constitutionnel contre la privatisation d'Aéroports de Paris. Et donc les figures de proue de cette initiative qui sont des députés et des sénateurs dont de plusieurs partis politiques, on y est allé ce matin, ils se sont rassemblés devant l'Assemblée nationale. Donc il y avait des socialistes, il y avait des communistes, des France Insoumises ou alors des LR. Et donc ils ont célébré ce moment face aux caméras, ils n'ont pas boudé leur plaisir, il faut bien le dire. Donc ils ont déployé cette grande banderole, tout sourire au soleil. On pourrait même dire qu'il y avait un petit parfum de victoire dans l'air. Écoutez quelques-unes des réactions qu'on a pu recueillir. C'est une date qu'on peut considérer comme historique parce que finalement il n'y a que 4 ou 5 pétitions de ce type qui ont pu aller jusqu'au million dans notre pays, dans l'histoire numérique, premièrement, et deuxièmement dans des conditions bien plus difficiles. Je trouve que c'est une performance remarquable parce que le gouvernement, il faut le dire, a accumulé les difficultés pour que cette procédure soit la plus inaccessible possible. Il n'y a pas eu le début de l'ombre d'une information publique et par ailleurs le site était quand même d'un maniement très compliqué. Mais alors le problème, Jonathan, c'est que même avec 1 million de signatures, on est encore très loin du référendum. Oui, on en est encore très loin parce que pour déclencher un référendum d'initiative partagée, conformément à l'article 11 de la Constitution, il faut réunir 4,7 millions de soutiens, c'est-à-dire 10% des électeurs inscrits sur les listes pour valider cette proposition de loi référendaire. Autant dire que c'est a priori mission impossible d'ici la fin de la consultation en mars, même si les élus veulent encore y croire. On va dire que là, c'est un peu un barreau d'honneur pour eux. Alors, donc l'idée, c'était plutôt de peser sur l'exécutif, de faire pression ?
C'est exactement ça, hein. C'est brandir finalement ce chiffre, 1 million de signatures, comme un symbole pour infléchir la politique du gouvernement sur le dossier ADP. Et souvenez-vous, en fait, ça remonte à bien plus loin que ça. C'était en avril dernier, à l'issue du grand débat, le chef de l'État avait expliqué vouloir abaisser le seuil de déclenchement du RIP à 1 million de signatures lors de la prochaine réforme constitutionnelle. Alors cette réforme, pour le moment, elle est renvoyée au calendrier grec, mais les parlementaires veulent désormais prendre au mot le président. Écoutez Jean-Luc Mélenchon qui était là ce matin au micro de Roman Brizard. Le président pourrait être pris un peu au piège de sa propre parole, puisqu'il a dit qu'il voulait diminuer, abaisser le niveau à partir duquel on pourrait proposer un référendum. C'est-à-dire qu'au lieu de 4 millions, il n'y aurait que 1 million. Ben, très bien, commencez maintenant, Monsieur le Président. Le million de signatures est là. Et les parlementaires font désormais feu de tout bois pour médiatiser leur combat. 70 sénateurs, sous l'impulsion du groupe socialiste, ont même récemment saisi la Commission nationale du débat public. C'est une autorité indépendante qui pourrait organiser une large consultation publique sur le dossier ADP. Et vous, Philippe Bas, est-ce que vous l'avez signé, cette pétition ? Non, je trouve que c'est une mauvaise idée. Je trouve que c'est une mauvaise idée parce que si jamais, vous avez dit que c'est un barreau d'honneur, et je crois que vous avez tout à fait raison, il y a une belle opération de com, il y a 1 million de signatures, ce qui est très élevé, incontestablement, mais il ne faut pas laisser croire qu'il y a des chances sérieuses qu'un référendum ait lieu, car il faudrait quadrupler le nombre de signatures d'ici mars. On n'en est pas là quand même. Mais de toute façon, je suis contre. Je crois qu'il n'y a rien de plus efficace pour discréditer les référendums que de poser une question aux Français qui, malgré son importance pour l'aéroport de Paris, n'est pas une question majeure de politique nationale. Et je crois que s'il y avait un référendum sur des questions de ce type, vous auriez au maximum 15% ou 20%, j'imagine, de participation. Ça n'est pas mobilisateur. L'enjeu pour chaque citoyen n'est pas tel que ça justifie un référendum. J'ajoute que utiliser une procédure d'appel au peuple en plein milieu d'une discussion parlementaire et le faire quand on est parlementaire soi-même, c'est quand même, ça fait réfléchir. Ou bien les représentants de la nation sont en train de discuter d'un texte et sont qualifiés pour l'amender, ou bien on préfère une démocratie en noir et blanc, où des citoyens qui vont être 15% à se déranger répondent par oui ou par non, c'est pour ça que je dis en noir et blanc, sans possibilité de discussion, Vous parliez des parlementaires, il y a aussi des LR Mais bien entendu, ça il y a... Écoutez, je me permets de revendiquer mon droit d'exprimer une différence au sein de votre la position qui est la mienne. D'ailleurs, mon groupe ne soutient nullement cette initiative. Ce sont plutôt les collègues qui ont leur raison, qui ont lancé ça, mais c'était plutôt dans le cadre d'une partie de judo parlementaire pour, au moment où l'Assemblée nationale allait adopter la privatisation, la tenir en échec. Et au fond, on voit là qu'on instrumentalise une procédure destinée à faire un référendum, mais uniquement pour prendre la main dans le débat parlementaire à l'Assemblée nationale. Philippe Bas, on va parler de votre livre maintenant, puisque c'est l'objet de la chronique de Quentin Calmet, Les chemins de la République. Sorti la semaine dernière, Quentin. Voilà, ce livre, Philippe Bas, il est là. C'est votre analyse de tous les défis que doit affronter la République aujourd'hui. Vous parlez de décentralisation, de l'importance de la fonction de l'élu local, des gilets jaunes même, et de la réforme des institutions. Vous ne revenez que brièvement sur un chapitre sur l'affaire Benalla, c'est le chapitre 20. Et pourtant, on imagine que depuis 1 an, les Français sont plus nombreux à vous reconnaître dans la rue. Depuis 1 an et le déclenchement de l'affaire Benalla, quand la commission d'enquête de l'Assemblée nationale explose en plein vol et qu'on suit d'un seul coup beaucoup plus les travaux de celles du Sénat, des auditions que vous présidiez et votre style a pu faire sourire. Je lis les journaux comme vous et il y a toute une partie de l'histoire de M. Benalla que franchement je découvre de plus en plus. Eh bien, Monsieur le ministre de l'Intérieur, heureusement qu'il y a les journaux pour vous informer. Vous avez raison. Messieurs les photographes, il y a une petite chance maintenant que vous ayez au moins une bonne photographie.
Ouais, dans ce livre, on peut lire cet humour. Certains ont dit pince sans rire, d'autres ont dit un humour british. Mais donc, quel coup de projecteur à cette affaire Benalla. Pendant plusieurs mois, les lumières ont été braquées sur vous. Vous incarniez la commission d'enquête du Sénat, celle qui s'est lancée dans cette mission de contrôle, qui est allée jusqu'à déstabiliser à l'Élysée. On se dit que de se retrouver sur le devant de la scène, ça a dû être étonnant, car vous êtes un personnage habitué à l'ombre, a priori. Et c'est vous qui le dites, c'est pas moi. Au moment d'évoquer votre formation en politique, vous dites « J'ai mis du temps à devenir un homme politique. J'ai grandi dans l'ombre de personnalités que j'ai admirées. » Et on pense aux années où vous avez été secrétaire général de l'Élysée, sous la présidence de Jacques Chirac. Vous avez été, comme cela, son plus proche collaborateur dans l'ombre, donc pendant 3 ans, entre 2002 et 2005. Vous parlez de Jacques Chirac, d'ailleurs, dans le livre. Ce président, je cite, d'une humanité exceptionnelle dont le bilan a été injustement sous-estimé, fin de citation, et une de ces grandes figures républicaines, Philippe Bas, avec lesquelles vous avez travaillé dans leur ombre, vous avez observé leur talent politique, écrivez-vous, Jacques Barrot, Jean-Pierre Soisson, le ministre du Travail de Michel Rocard, ou encore le président du Sénégal, Abdou Diouf, pour qui vous avez travaillé. Et c'est au retour d'Afrique d'ailleurs que vous rejoignez Simone Veil. Et là, vous avez dit, elle a laissé sur moi une empreinte indélébile, droiture, courage, sincérité. Il y a beaucoup d'adjectifs pour la qualifier. Comment aurais-je pu, à ses côtés, ne pas croire à la noblesse et à la dignité de l'action politique et de la fonction ministérielle? Et puis Quentin, il y a toute une partie sur la formation politique de Philippe Bas qui vous a beaucoup intéressé. Oui, c'est peut-être ce qu'il y a de plus original dans votre livre, Monsieur Bas, que ce soit l'histoire de votre famille, par exemple. On lit cette adoration que vous aviez pour votre grand-père, un syndicaliste à la CGT. Vous dites « Mon grand-père est mort depuis longtemps, mais je continue à garder son ode à la paix, à la démocratie de l'isoloir ou encore à l'école de la République ». Autre personnage haut en couleur, un préfet dont vous parlez, il s'appelle Louis Verger. Il y a ce long passage qui est très drôle. On peut le lire. Prenez le temps de le lire. Allons-y. Louis Verger m'a appris l'ordre public à sa façon, dites-vous. Les agriculteurs ayant annoncé qu'en cas de visite d'Édith Cresson, alors ministre de l'Agriculture, il se faisait fort de la déculotter, il annonça un déploiement de CRS et de véhicules blindés sans précédent sur la route conduisant de l'aéroport à la préfecture. Et à l'occasion d'une réception, une coupe de champagne à la main, il fit savoir avec le plus grand sang-froid au président de la Chambre d'agriculture qu'il n'hésiterait pas à faire tirer si on s'en prenait à un ministre de la République, préférant terminer sa carrière préfectorale sur un bain de sang que de laisser commettre un tel outrage. On le crut, et à vrai dire, tout se passa fort bien pour Madame Cresson le jour venu. Alors, le reste de l'ouvrage vous a semblé plus classique? Oui, c'est plus classique, c'est du Philippe Bas. Dans le texte, on peut lire votre analyse politique sur la situation en France, sur les grands défis de notre République et de notre pays en Europe, face aussi à la bureaucratie, la technocratie, ou encore face à la montée des communautarismes. Une dernière anecdote qui nous a plu dans le livre, on retiendra votre déclaration d'amour à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789. Française. Oui, celle de 1789. Vous expliquez même en avoir installé une copie, une grande reproduction dans la salle de la Commission des lois. Et vous pouvez comme ça en lire des extraits lorsque vous examinez une proposition de loi ou un projet de loi. Et vous pouvez lire des extraits comme ça à vos collègues. Exactement. C'est un éloge à la République, ce livre, Philippe Bas. C'est un peu ça. Et j'ai voulu dire en quoi j'étais moi-même héritier de la République pour que vous ressentiez peut-être en le lisant en quoi vous l'êtes aussi. Car la République, notre amour pour la République n'est pas gratuit en fait. Il vient de ce que nous avons reçu d'elle. C'est un héritage que nous avons reçu et c'est un héritage que nous transmettons. Et c'est aussi un héritage qu'il faut faire fructifier et vivre, sinon il peut dépérir. La République, c'est comme une plante qui s'arrose. Elle a besoin d'eau pour grandir. Et justement, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que je vois une forme d'éloignement entre la République et les citoyens que j'essaye de décrire. Grands cantons, grandes intercommunalités, grandes régions, décentralisation qui n'est pas sincère. Ce qu'on donne d'une main, on le reprend de l'autre. On le voit avec la taxe d'habitation. Et donc, tout devient plus lointain et nos citoyens ne trouvent plus de référents proches d'eux capables d'apporter des réponses. Et je dis, cette République-là, elle est abîmée. Et elle peut aussi être abîmée du fait que, au fond, la démocratie, c'était pour nous, aux grandes élections, deux forces de gouvernement, une plutôt à droite, une plutôt à gauche, qui organisaient le débat public. Et ça s'est mis en péril
dans la situation actuelle où les Français n'ont le choix qu'entre l'actuel président et l'extrême droite ou l'extrême gauche, ce qui n'est plus un débat démocratique stable. Et je dis aussi que sans nos institutions de la Ve République, nous serions aujourd'hui comme l'Italie. C'est-à-dire que les gouvernements ne tiendraient pas le coup, les coalitions de partis politiques éclateraient en raison de l'opposition populaire. Et là, je suis vraiment inquiet pour notre pays. Et ça s'appelle Les Chemins de la République, un éloge de la République, une ode à la République. Merci infiniment Philippe Bas d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à tous les trois d'avoir fait partie de ce club. Direction l'hémicycle à présent où l'on va retrouver Alice Bardot. Alice, c'est la sécurité des ponts donc, qui était au cœur des discussions aujourd'hui. Et oui, tout à fait Rebecca. Ce midi, c'est un sujet qui a retenu l'attention des sénateurs. Puisqu'il, vous vous rappelez, il a fait la une de l'actualité ces derniers temps, après des accidents mortels en France, mais aussi à l'étranger. Le dernier en date, c'était il y a un peu plus de 2 semaines, près de Toulouse, où un pont suspendu s'était effondré, faisant 2 morts. Alors, comme cela a été rappelé dans l'hémicycle tout à l'heure, son état d'entretien n'a pas été mis en cause, mais cet accident a permis, une fois encore, d'attirer l'attention sur les près de 30 000 ponts en France qui sont en mauvais état et qui risquent de s'effondrer. Alors les sénateurs ont déjà bien planché sur le sujet. Un rapport a été rendu par un petit groupe d'entre eux sur la sécurité des ponts fin juin, mais aujourd'hui ils sont venus avec une demande bien précise, créer un fonds d'aide à l'entretien des ponts pour ne pas reproduire les erreurs du passé. On écoute tout de suite Hervé Maurey, le président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Il s'agit quand même de sécurité, il s'agit de vie humaine. Et je crois qu'il ne faut pas attendre, comme on le fait trop souvent dans ce pays, qu'il y ait une catastrophe, comme cela a été le cas il y a 20 ans avec le tunnel du Mont-Blanc, où là, effectivement, on a créé un fonds. C'est d'ailleurs sur ce modèle-là qu'on propose de constituer ce fonds, sur le modèle de celui qui a été créé il y a 20 ans pour le tunnel du Mont-Blanc, à la suite de la catastrophe du tunnel du Mont-Blanc, et qui a permis la remise en état d'un certain nombre de tunnels. Alors l'objectif de ce fonds d'aide est clair, aider les communes à identifier les ponts en mauvais état et les aider si besoin à effectuer les travaux nécessaires, car il faut savoir que sur 250 000 ponts en France, près de la moitié sont gérés par les communes qui n'ont pas les moyens de les entretenir. Mais pour la ministre Jacqueline Gourault, des mécanismes d'aide existent déjà. Cela n'a pas empêché le Sénat toutefois d'adopter la création de ce fonds d'aide qui sera alimenté à hauteur de 10 millions d'euros. Alice Bardot en duplex de l'hémicycle du Sénat. Merci beaucoup Alice pour ce papier. ALPL continue avec le grand débat. On va revenir sur la réforme des retraites qui mécontente une bonne partie de la population, mais aussi la plupart des partis politiques. Droite, gauche, extrême droite, extrême gauche, pour des raisons différentes, ils s'opposent tous au texte. Et pourtant, il n'est pas encore sur la table, ce texte. Alors, que lui reproche-t-il? Quelles sont les craintes? On vous aide à y voir clair avec nos invités dans un instant. Mais d'abord, tour d'horizon des points de vue avec Samia Dechir. Aux côtés des manifestants et des syndicats, la gauche sera présente jeudi pour manifester contre la réforme des retraites. Communistes, France Insoumise, écologistes et socialistes ont prévu de se joindre au cortège. La balle va être dans le camp du gouvernement. Ils veulent se montrer inflexibles, ils pratiquent même une certaine gloriole de cette inflexibilité. Eh bien, c'est à lui de dire à un moment donné, on va négocier. Présence embarrassante pour la gauche, celle du Rassemblement national. Si Marine Le Pen n'ira pas manifester elle-même, elle appelle tous ceux qui sont opposés à la réforme à descendre dans la rue jeudi. J'appelle à manifester. Vous appelez à manifester. Il faut qu'à un moment donné, le gouvernement entende, voit de ses yeux que les Français y sont opposés. Et je ne connais pas d'autres moyens. La droite, elle, n'appelle pas à manifester. Certains dénoncent une prise d'otage du pays par la paralysie des transports. Mais tous critiquent la réforme et surtout la méthode du gouvernement. Est-ce que le gouvernement s'y prend bien? La réponse est non. Parce que quand on dit que ceux qui vont faire grève et tout sont des privilégiés, qui ne pensent qu'à eux, très franchement, si on veut exaspérer les gens, c'est très bien comme point de départ. Conducteurs de train, policiers, ils seront nombreux dans la rue jeudi, les bénéficiaires de ces fameux régimes spéciaux amenés à disparaître. Hier à l'Assemblée nationale, Édouard Philippe a encore une fois tenté de les rassurer en écartant toute transition brutale vers le régime général. Vous ne m'avez jamais entendu, monsieur le député, critiquer ou dénigrer ce qui relevait d'un autre régime que le régime général. Jamais.
Et je vous mets au défi, et vous auriez bien du mal, et je crois que vous le savez, à trouver une quelconque critique de ceux qui bénéficient d'un régime qui a été organisés, ils ne sont pas dans une situation irrégulière. Mais sur les régimes spéciaux, comme les salariés du régime général, le gouvernement n'a pas encore précisé les contours exacts de sa réforme des retraites. Le contenu doit être dévoilé à la mi-décembre. Et avec nous pour le grand débat d'ALPL ce soir, Sophie Taillé-Polian, bienvenue. Vous êtes sénatrice génération apparentée au groupe socialiste. Emmanuel Capus, bienvenue, sénateur Les Indépendants du Maine-et-Loire. Philippe Dallier, bienvenue, sénateur LR de Seine-Saint-Denis. Et Alain Richard, sénateur La République En Marche du Val d'Oise. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. Elisabeth Borne nous dit ce matin sur LCI, ça ne peut pas être un rejet d'une réforme qui n'est pas connue. À ce stade, c'est la manifestation d'une inquiétude. Sophie Taillé-Polian, c'est vrai que les Français peuvent avoir aussi un peu de mal à comprendre une manifestation, une mobilisation contre un texte qui n'est pas connu. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Mais il y a quand même un certain nombre d'informations qui sont connues, et notamment deux. Le passage à un système universel. Et le modèle suédois est souvent invoqué. Or, qu'est-ce qu'on a observé dans le modèle suédois? Une baisse importante des pensions pour les hommes et encore plus pour les femmes, et un recours plus important pour les systèmes de capitalisation. D'accord, donc externe. partant de là, donc, première chose, ce sera forcément première chose. Deuxième chose, le souhait d'un cadrage budgétaire pour faire en sorte que les dépenses affectées aux retraites ne dépassent pas un pourcentage du PIB aux alentours de 14%. Alors même que l'on sait qu'il y aura davantage de personnes qui devront bénéficier d'une retraite. Donc ça c'est sûr. Donc ça, plus de personnes pour le même gâteau. Ça c'est les informations. Donc on sait quel cadre le sujet. Donc évidemment les gens sont inquiets. Comment voulez-vous partager le même gâteau à plus de personnes sans qu'il y ait des perdants et des grands perdants? Donc c'est évident que cette réforme suscite le malaise, et on y reviendra parce qu'il y a eu aussi des chiffrages qui ont été réalisés et qui démontraient que les inquiétudes sont légitimes. Alain Richard, quand vous entendez Sophie Taillé-Polian, finalement c'est une mobilisation qui est fondée non pas sur du fantasme, de l'inquiétude ou de l'émotion, mais bien sur des faits concrets. Qu'est-ce que vous répondez? Que le gouvernement reste en disponibilité, en ouverture de dialogue avec les forces syndicales qui ont vocation normalement à être les porteurs de la représentation de toutes les catégories sociales en matière de retraite, et que la base du projet sera présentée dans le courant de ce mois. Donc, à la fois, moi je respecte pleinement les positions d'appel à la manifestation et à la grève des jours prochains. Je sais bien aussi que la majorité des Français considèrent que ce n'est pas une mauvaise idée d'évoluer à terme vers un régime qui soit sur des bases comparables pour l'ensemble des Français, et qu'il y a une période de préparation de la réforme et d'explication qui n'est pas terminée. Ça déclenche de la nervosité, on respecte les positions des uns et des autres, et le dialogue va se poursuivre. Alors, comment expliquer la force de ce mouvement sur un texte dont on sait finalement assez peu de choses? Laurent Hénard a aussi son explication, c'est le président du mouvement radical, et il l'a donné ce matin sur Public Sénat. Il était l'invité de Bonjour chez vous, on l'écoute et je vous fais réagir ensuite. Une partie de la vigueur du mouvement social est dans le cumul ou la conjonction qui n'était pas forcément prévue par le gouvernement, entre une réforme de système pour laquelle nous, les radicaux, nous avons dit que le bien qu'on en pensait. Je veux dire, passer à un système universel, 1 euro cotisé donne les mêmes droits à tous les Français, est une bonne idée. C'est une idée qui chemine d'ailleurs depuis maintenant 15 ans, depuis les premières réformes sur les retraites. Mais on a appris que l'équilibre financier du système n'était pas garanti à moyen terme. Et je pense que c'est la conjonction de ces deux facteurs qui crée la force du mouvement social. Philippe Dallier, je vous vois faire oui de la tête, vous êtes d'accord avec ça? Bien évidemment. Revenons un tout petit peu dans le passé. On est parti avec un candidat, Emmanuel Macron, à la présidentielle, qui disait « il n'y a pas besoin de toucher aux paramètres ». Le système est équilibré, mais par contre, on va faire une réforme, effectivement, qui va nous amener vers un régime universel par points. Bon, très bien. 2 ans et demi plus tard... Ouais. Il y a un gros doute sur le fait qu'il n'y ait pas besoin de toucher aux paramètres, et c'est Jean-Paul Delevoye lui-même qui a commencé à parler d'âge d'équilibre. Oui, quand vous dites paramètres, c'est l'âge. C'est l'âge essentiellement. Donc aujourd'hui, tout le monde a compris qu'il y a besoin d'une réforme qui va toucher à ces paramètres et probablement de reculer l'âge de départ, sinon je ne vois pas comment on peut s'en sortir. Donc les Français ont compris ce changement-là. Et puis aujourd'hui, effectivement, on n'a pas de détails sur la table. Donc quand c'est flou,
Forcément, il y a de l'inquiétude. Mais il y a au moins une chose que certains ont compris, c'est que la plupart des régimes spéciaux vont effectivement devoir converger vers les règles qui étaient applicables aux autres. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne prendra pas en compte la pénibilité du travail, bien évidemment. Mais tout ça, ça suscite de l'inquiétude, notamment à la SNCF, à la RATP, chez certains autres, qui, eux, sont certains, effectivement, d'avoir au bout du compte un régime moins favorable. Et puis... Encore une fois, je pense que Jean-Paul Delevoye a commis quelques erreurs de méthode, de communication. Alors, celui sur l'âge d'équilibre, aujourd'hui, Laurent Berger a quasiment claqué la porte en disant que si on touchait aux paramètres, ça serait fait sans lui. Mais il n'y a pas que là-dessus, parce que quand le gouvernement plaide pour son système universel et plus équitable, il ne met en avant que les gagnants. Qui peut penser un instant, effectivement, qu'il n'y aura que des gagnants? Il parle de réforme de justice. Oui, mais ce n'est pas la même chose. Et justement, en termes de communication, il serait bon de dire dans quelle direction nous allons. Et ça n'est pas le cas. Alors comment voulez-vous que les gens ne soient pas inquiets? Cela dit, elles vont arriver, les annonces mi-décembre. Emmanuel Capu. Non, je crois que la question, c'est que vient de soulever Philippe Dallier, c'est une double question. Est-ce que les régimes spéciaux sont justes? Le Premier ministre l'a dit, ils ont pu être justes à une époque, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, ils ne sont plus compris. C'est le premier point. Deuxième question, est-ce que les comptes sont équilibrés? Je ne suis pas certain. Donc effectivement, on a deux problèmes auxquels il faut répondre et auxquels les Français sont attachés à ce qu'on réponde. Pour répondre à la question de la grève de demain, moi je ne la comprends pas, puisque c'est effectivement une grève préventive. On ne sait pas quelle va être la réforme qui va nous être proposée. On sait des choses quand même. J'ai préparé un petit tableau. Remplacer les 42 régimes existants par un système unique. Les retraités actuels ne seront pas concernés par la réforme. Pension majorée dès le premier enfant. La valeur du point ne baissera pas. Contrairement au système actuel, le cumul emploi-retraite permettra d'acquérir de nouveaux droits pour augmenter sa retraite. Tout ça, ce sont les mots d'Édouard Philippe la semaine dernière. On a des choses quand même. On a des informations. C'est pas le flou total. Ben ça c'est plutôt positif justement. Alors vous dites, je ne comprends pas pourquoi ils manifestent demain. Ils ont oui, ce qui est certain, c'est qu'il y a une vraie inquiétude, y compris même, je pense que les retraités vont même manifester demain. Donc, alors qu'ils sont pas, la seule chose qui est certaine, c'est qu'eux ne sont pas concernés. Donc oui, il y a une vraie inquiétude, mais une inquiétude qui est diffuse, qui est plus globale de la société vis-à-vis de l'avenir. Et ça, je pense, moi, que c'est dommage de manifester avant la réforme, parce qu'on n'est plus du tout dans la même situation qu'en 95 ou dans les grèves précédentes. Et c'est ce que dit d'ailleurs Laurent Berger. La France, elle est quand même extrêmement divisée. On sort d'un an de gilets jaunes. On n'est absolument pas certain de pouvoir maintenir la sécurité dans des cortèges. Donc c'est pour ça que je regrette vraiment qu'il y ait des manifestations demain sur ce thème. Sophie Taillé-Polion. Écoutez, quand le Premier ministre dit la valeur du point ne bougera pas, enfin, comment peut-on croire une chose pareille? Si effectivement, par la loi, mais il ne peut pas le garantir lui-même dans les années à venir, et chaque année, des décisions seront prises sur la valeur du point pour les nouveaux entrants. C'est comme s'il vous disait, ah mais ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de hausse ou de baisse d'impôts. Et quand c'est chaque année que c'est décidé. Mais pension minimale de 1 000 € par mois à carrière pleine. Vous pensez aujourd'hui que le problème de la justice face à la précarité va être traité par cette réforme? Alors peut-être qu'il y aura une prise en compte de la pénibilité, mais à la SNCF, on est inquiet évidemment parce qu'on n'a aucune idée de ce que sera cette prise en compte de la pénibilité. Et quand il y a eu une prise en compte de la pénibilité avec l'instauration du compte pénibilité, on voit bien que c'est extrêmement difficile. Donc il faut le faire beaucoup plus globalement et pas individuellement. Aujourd'hui, la vraie pénibilité, c'est aussi la précarité. Or, cette réforme, comme elle va prendre en compte les situations sur toute la carrière, chaque moment de précarité sera une aggravation de la situation des gens. Ce qu'on a observé quand même depuis au moment de leur retraite, ce qu'on a observé avec toutes ces réformes, au fur et à mesure des années, c'est une baisse des pensions. Une baisse des pensions. C'est toujours comme ça que ça se finit. Mais bien, et la précarisation, elle va accentuer avec ce système la baisse des pensions. Dans toutes les réformes précédentes, il y avait du grain à moudre. Et d'ailleurs, la Cour des comptes a fini par le pointer. À chaque fois, les réformes ont fini par coûter de l'argent au départ pour peut-être permettre plus tard de faire des économies. Là, on n'a pas le sentiment, et d'ailleurs le pays en a-t-il les moyens, que l'on pourrait mettre sur la table un certain nombre de milliards pour, alors même qu'on sait que le déficit pourrait se creuser, pour essayer effectivement de faire passer la pilule. C'est ça la vraie question, et aujourd'hui je pense qu'on n'en a pas vraiment les moyens, sauf ce que le Premier ministre nous explique le contraire. Donc on va vers une réforme qui va être plus douloureuse que les précédentes. Mais je crois qu'il faudrait d'abord, et peut-être que ça peut lever une partie des inquiétudes, il faudrait peut-être dire une chose très simple.
Si nous voulons préserver le montant des pensions, il va falloir reculer l'âge de départ. Parce qu'on ne peut pas rester à 62 ans. Enfin, regardez partout ailleurs dans le monde, et notamment en Europe, on est à 65, à 67. Il faut avoir le courage de dire aux gens, on vous garantit le montant des pensions au moins ce qu'il est aujourd'hui, mais il va falloir reculer l'âge de départ. Commençons par dire cela. Et après, effectivement, on peut se mettre autour de la table. Et j'aimerais d'ailleurs qu'on nous dise, je termine là-dessus, effectivement, si on le portait dès maintenant à 64 ans, combien de temps est-ce qu'on gagne, effectivement, avant d'aller vers un déséquilibre? Et est-ce qu'on ne peut pas utiliser ce temps-là, justement, pour construire progressivement un régime qui soit universel et plus équitable? Alain Richard. D'une part, on va rester dans le système actuel plusieurs années. Et on aura une transition, parce que la réforme se fera. Et je pense que la grande majorité des Français comprend sa justification. On est un pays qui est attaché au principe d'équité et d'égalité. Donc ça sera plus équitable que le système actuel. Ça saute aux yeux. Et je souhaite bonne chance à ceux qui demanderont qu'on garde les 42 régimes avec toutes leurs inégalités. Et toute leur précarité aussi. En revanche, ce qui est vrai, et je rejoins tout à fait ce que disait mon collègue, nous avons choisi, enfin le gouvernement a choisi, et nous le suivons, de ne pas sortir l'ensemble de l'équilibre. Et j'espère très intensément que le Premier ministre le fera devant les Français dans les 15 jours qui viennent. Et qu'à partir de là, on ouvrira un dialogue sur les conditions de passage du point A au point B. Je voudrais simplement mentionner, parce que j'y attache pas mal d'importance personnellement, que cette réforme est une proposition initiale, historiquement, de la CFDT. Donc ce n'est pas des gens qui sont habitués à fabriquer de l'injustice. Et c'est pour ça que Laurent Berger est très nerveux, je le comprends parfaitement, du fait de la conjonction entre cette réforme que nous souhaitons, parce qu'elle est fondamentalement une réforme de justice et d'égalité entre les Français, et le fait qu'il y a un rattrapage, un rééquilibrage à faire, qui va tomber dans la même période. Sophie Taillé-Polian, ensuite on va en salle des conférences. Oui, alors... Sur la question du projet de la CFDT, peut-être, mais enfin la CFDT est assez échaudée aussi par ce qui s'est passé sur l'assurance chômage, donc, où ils avaient obtenu un certain nombre de choses sur les droits rechargeables, et tout ça a été mis à la poubelle. La chose que je voudrais dire par rapport à ce que disait Philippe Dallier sur la question du décalage dans le temps de l'âge de la retraite. Mais il y a aujourd'hui plus de 50% des personnes entre 55 et 65 ans qui ne peuvent plus travailler, qui ne sont pas en emploi, soit qu'elles aient été licenciées, soit que leur corps ne réponde plus et qu'elles soient en invalidité plus ou moins importante. Bon, donc avec cette réforme-là, on aura encore moins de droits. Avec cette réforme-là, on accumulera encore moins de droits. Baisse des pensions, ou avec la proposition de M. Dallier qui est de reculer l'âge de la retraite à taux plein, baisse des pensions encore pour ces gens qui sont les premiers qui souffrent des inégalités dans notre pays. C'est pour ça que cette réforme n'est pas une réforme de justice, parce qu'elle ne répond pas à ces inégalités-là, qui sont bien plus graves que la question des 3% de personnes qui bénéficient d'un régime spécial. Vous ignorez une chose, depuis que les systèmes de retraite existent, les périodes de chômage sont comptées comme périodes de cotisation. Mais monsieur, en termes d'invalidité, quand on n'est plus apte à exercer son travail, je peux vous garantir que la situation sociale n'est pas la même. Et que les cotisations... Ça compte dans la retraite. Et ça compte dans la retraite. Mais par rapport au niveau de salaire, c'est bien moindre. Donc le niveau de pension, il est bien moindre. Et c'est ce que vivent les Français depuis déjà de longues années. Alors, mais excusez-moi, mais parce que vous me dites que je n'ai pas compris, moi ce que j'ai compris, c'est que les pensions, elles ont baissé pour les retraités ces dernières années, au fur et à mesure que les générations avancent. Au fur et à mesure que les générations passent, les gens ont une retraite inférieure à ce qu'ils auraient eu s'ils étaient partis 1 ou 2 ans avant. Une autre question circule, cette réforme était-elle vraiment nécessaire? Question à laquelle certains ont déjà la réponse, à l'image d'Europe Écologie Les Verts, communiqué publié ce matin, voilà ce qu'on peut y lire. Pas de nécessité financière immédiate. Cette réforme pouvait-elle attendre sur un plan purement financier? On va poser la question à la sénatrice Sylvie Vermeillet. Elle est aussi membre du Conseil d'orientation des retraites. Elle est en salle des conférences avec Alexandre Poussard. Sylvie Vermeillet, est-ce que cette réforme des retraites répond aujourd'hui à une urgence financière? L'urgence de la réforme, à mon sens, elle n'est pas financière. Il y a effectivement des projections du comité d'orientation des retraites qui montrent que à court terme, on a un déficit qui est assez conséquent, qui pourrait être de l'ordre de 10 milliards. Mais vous savez, les retraites, c'est 319 milliards chaque année. Donc, à l'échelle du PIB, on est à 0,6% de déficit. Si on passe à un petit peu plus, c'est pas beaucoup. C'est pas la priorité. La priorité, c'est le déséquilibre entre certains régimes.
C'est-à-dire que les régimes spéciaux, notamment, créent ce déséquilibre? Alors effectivement, la solidarité nationale, elle s'exerce au niveau des régimes spéciaux, c'est-à-dire que ce sont des régimes qui n'ont pas assez d'actifs aujourd'hui pour financer les retraites de ceux qui y sont déjà. Donc la solidarité nationale, l'impôt, vient financer ce déséquilibre démographique. Par contre, ce qui est dérangeant, c'est que dans certains régimes spéciaux, et c'est le cas de la SNCF et de la RATP, l'État finance au-delà du déséquilibre démographique et finance des avantages spécifiques. Le fait de partir en retraite plus tôt, le fait de bénéficier, de partir sur la base du dernier salaire, etc. Et ça coûte 970 millions, près d'1 milliard chaque année à l'État. Et ça, c'est sans doute un avantage que plus personne ne veut consentir aujourd'hui. Donc ça, c'est un problème de justice sociale, ces avantages. Oui. Le déséquilibre démographique et la contribution de l'État, personne ne le remet en cause. Mais est-ce que la solidarité nationale doit s'exercer sur des avantages spécifiques? Là, la question, elle se pose. Et elle est légitime. Alors le Conseil d'orientation des retraites émet chaque année des prévisions sur l'avenir du régime des retraites. Est-ce que depuis l'élection d'Emmanuel Macron, l'horizon s'est un peu noirci sur cet avenir du régime des retraites? Oui, parce que les dernières annonces du comité d'orientation des retraites ont un petit peu alourdi la prévision du déficit, mais réellement ce déficit, il est temporaire. On est dans une phase où on a la génération du papy-boom qui est en retraite, donc c'est normal, le poids des pensions s'alourdit à ce moment-là, mais après l'extinction de la génération du papy-boom, eh bien la démographie, l'effet démographique va être plus intéressant, et tout en considérant, il faut aussi que la croissance du PIB continue pour pouvoir continuer justement de soutenir ce régime des retraites. Mais ce n'est pas le problème qui nous occupe aujourd'hui. C'est vraiment un problème de justice sociale. Tout à fait. Merci beaucoup Sylvie Vermeillet d'avoir répondu à mes questions. Et on l'a bien compris. Merci beaucoup Alexandre. C'est un peu technique mais c'est intéressant, Emmanuel Capu. Ce que dit Sylvie Vermeillet est extraordinairement juste. Elle a raison. Je la connais bien, on siège ensemble à la commission des finances. Il ne faut pas tout mélanger. On mélange tout et du coup c'est extrêmement anxiogène. La priorité visiblement du gouvernement, c'est de faire la réforme systémique, celle qui est soutenue par la CFDT parce que c'est elle qu'on a eu l'idée à l'origine, c'est-à-dire de faire un régime universel. Alors après, est-ce que c'est un régime universel de base ou un régime universel complémentaire, on verra. Et ça, c'est vraiment, aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Mais un régime universel, ça veut dire, très concrètement, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est justifié encore aujourd'hui que le Sénat ait voté avant-hier 8 milliards d'équilibre aux régimes spéciaux pour la SNCF, pour la RATP, comme le dit Sylvie Vermeillet, pour payer une certaine forme d'avantage qui a été négocié, qui était sans doute juste dans les années 40, enfin, au début des années 50, mais qui aujourd'hui ne sont plus compris. C'est ça la question numéro 1. Après, la question de l'équilibre, c'est vraiment, et elle l'a dit très bien, une deuxième question terriblement anxiogène qu'il faudra se poser, mais qu'il faut vraiment séparer, je pense. Et qui vient brouiller le message. C'est la raison pour laquelle la CFDT, parce que tout le monde ne manifeste pas demain, la CFDT ne manifeste pas demain. Alors, Philippe Dallier, certains de la CFDT manifestent. Ça n'est pas une question secondaire ou une question que nous allons pouvoir traiter ensuite. Moi, je ne peux pas entendre. Si les chiffres du corps sont bons, on a un déficit d'une dizaine et peut-être plus de milliards par an à très brève échéance. Est-ce qu'on peut imaginer attendre dans cette situation avec un déficit qui se creuse jusqu'en 2040 ou 2050 que effectivement les pépi boomers, excusez-moi, aient disparu? Franchement, eu égard au niveau d'endettement de la France, non, on ne peut pas. Et c'est bien la grande question qui est posée au gouvernement, et c'est pour ça que ça a complètement brouillé son message. Il y a 2 ans et demi, on nous disait il n'y a pas besoin de rééquilibrer les régimes. Or, aujourd'hui, on sait bien que ça n'est pas vrai, il faut les rééquilibrer. Donc il va falloir... On est obligé de se poser ces deux questions parallèles en même temps. Donc il va falloir le faire, et c'est ce qui rend les choses extrêmement complexes. Oui. Et en plus, il n'y a pas de grain à moudre. On essaye de clarifier ce soir. Il n'y a pas de grain à moudre. Donc, et le drame de ce pays, est-ce qu'on peut ne rien faire ou seulement rééquilibrer sans toucher globalement au système avec ses 42 régimes? Moi, je réponds que non. Et le drame de ce pays, c'est qu'on n'a jamais eu le courage sur bien des sujets de faire les réformes en amont au moment où il aurait fallu les faire. Ça, c'est une vérité que tous les Français devraient pouvoir regarder en face. Donc c'est ce gouvernement qui se fait le sale travail. Nous, on en a... Non, le sale travail, excusez-moi, parce que les 2 réformes qui ont... c'est nous qui les avons faites, mais on n'est pas allé assez loin, parce qu'on s'est dit, oh là là, ça va exploser. Et la question
pensions se reposent aujourd'hui. Mais il faut que les Français comprennent que c'est peut-être la dernière occasion de le faire avant qu'il ne soit trop tard. Voilà. Maintenant, la tâche est ardue. Je souhaite bon courage au gouvernement. Sophie Taillé-Pauline. Oui, non, mais là, on parle de l'argent qui est donné aux pensionnés chaque mois comme s'il disparaissait dans un puits sans fond. Enfin, que font les gens ? Non, mais que font les gens avec leur pension de retraite ? Ils vivent. Ils payent leur loyer, ils consomment. Et je vous rappelle que la croissance française est beaucoup liée à la consommation. Donc on va être là dans une mesure qui va en fait de rétrécissement, voilà, on va réduire les pensions et on va assister mécaniquement à un rétrécissement. Mais personne ne propose de réduire les pensions jusqu'à présent. Non. Allonger l'âge de départ, ça n'est pas réduire les pensions. Revient à réduire les pensions parce que les gens prennent, mais bien sûr que si, et regardez les âges de départ réels. Et deuxième chose, on parle de justice sociale. Enfin, si on compare les questions de justice sociale entre les habitants de la commune pauvre A et les habitants de la commune un peu moins pauvre B, peut-être effectivement qu'on va trouver qu'il faut prendre à B pour donner à A. Mais dans ce pays, la question de la justice sociale, à mon avis, elle est un petit peu ailleurs. Quand un patron du CAC 40 gagne 257 fois plus que le salaire qu'un smicard, quand on a une espérance de vie d'un ouvrier qui est de 6 ans inférieure à un cadre, ça c'est peut-être la question de l'injustice. Et je reviens sur la question de la précarité. Il y a aussi la question de la justice, la question de la justice sociale, ce serait peut-être de travailler sur la précarité qui touche toujours les plus modestes. Non, mais il y a mille façons de parler de justice sociale, mais il y a vraiment des questions de justice sociale qui sont bien plus importantes. Sur les cheminots, il y a un certain nombre de choses et de conditions de travail, notamment de nuit, qui doivent être gardées et prises en compte. Donc après, il y a peut-être des choses qui doivent. Mais c'est le cas de plein d'autres professions. Mais bien sûr, travail de nuit, jour férié. Bien sûr. Les journalistes aussi, d'ailleurs. Mais moi, je suis favorable à ce que les questions de prévention des risques professionnels au travail soient bien mieux pris en compte et pour faire en sorte que l'âge du départ à la retraite soit avancé pour les personnes qui sont dans des métiers difficiles et peut-être reculé pour les personnes de profession intellectuelle qui, elles, souvent, ce sont elles qui décident les réformes des retraites et qui trouvent que c'est formidable le travail. Oui, c'est formidable quand on l'a choisi, son travail. Et c'est formidable quand on n'y use pas son corps. Personne n'a proposé de ne pas prendre en compte la pénibilité. Je n'ai entendu personne dire cela. Donc on peut faire une réforme en prenant en compte les situations équivalentes. On ne peut pas le faire sur des façons individuelles, c'est ingérable et tout le monde le sait très bien. Donc dire qu'on va le faire de manière individuelle et c'est toujours ce qu'on nous ressort, c'est ce qui finit par venir. On va regarder votre situation. Ou alors ça redonnera 40 régimes spéciaux. Ou alors ça redonnera une complexité incroyable. Alors Richard. Il faut qu'on ait quand même une petite base d'accord. Je pense que 95% de nos concitoyens qui comprennent à peu près de quoi on parle sont d'accord pour que la retraite soit le reflet de la vie professionnelle. Aujourd'hui, ce reflet, il est déformé pour beaucoup de citoyens. Et quand on va faire le reflet de la vie professionnelle, on constatera des inégalités. Et donc, le système actuel est déjà fait pour corriger ces inégalités, puisqu'il y a un freinage en haut des couches de revenus et il y a un minimum en bas. Bon, dans le nouveau système, l'objectif, et ça là-dessus au moins Jean-Paul Delevoye a déjà été assez clair, on améliorera ce côté resserrement des écarts, puisque on plafonnera beaucoup plus bas qu'aujourd'hui la prise en compte des revenus dans les retraites les plus élevées, et que le minimum garanti sera plus élevé qu'aujourd'hui. Alors après, on peut avoir une autre approche, mais qui est extrêmement minoritaire, qui consiste à dire les retraites ne doivent plus avoir de rapport avec la vie professionnelle. Et il faut que ce soit un droit acquis pour tout le monde. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens dans la société française de ce côté-là qui veuillent ce basculement. Je pense que c'est logique et cohérent que ce soit la vie professionnelle avec des effets de rattrapage sur lesquels on va négocier. Il nous reste 1 minute. Moi, je pense que les Français veulent que la retraite, ce soit un revenu de remplacement, c'est-à-dire qu'ils fassent en sorte qu'ils puissent à peu près garder le niveau de vie qu'ils ont. Et là, cette réforme, elle ne permet pas cela. Et si on reprend... C'est pas possible. Oui. Quand le taux de remplacement est à peu près de la moitié, même avec les complémentaires, on peut pas dire. Vous pouvez pas dire ça. Non, mais vous vendez du rêve. Ça doit être un revenu de remplacement. Or, si on prend comme dans cette réforme toute la carrière, alors chaque accident de carrière pèsera très lourd, et vous verrez, il y aura à nouveau une baisse des pensions, comme cela a été observé. Vous vendez du rêve. C'est le contraire des faits, ça, pardon. Les retraites liquidées chaque année sont plus élevées que les retraites de l'année précédente. Depuis 30 ans, sans interruption, madame. Il y a une popularisation des retraités. Moi, je trouve qu'on est dans une situation totalement invraisemblable. On a l'impression d'être dans une veillée d'armes à la veille d'un événement
presque d'une guerre. Les gens font des courses dans les magasins pour acheter de la farine. À Angers, il n'y a plus d'essence. Enfin, dans certaines stations, je crois qu'il faut rester calme. Donc, il ne faut pas jouer sur les peurs. Et puis, il faut examiner la réforme quand elle viendra. Très bien, on s'arrêtera sur cet appel au calme. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat. Demain, à ma place, ici même, Fanny Conquis. Et puis à 7h30, Oriane Mancini. Dans Bonjour chez vous, son invité politique sera François Omril, président de la CFE-CGC. Très bonne soirée sur Public Sénat. Quand vous avez un pays de près de 70 millions qui sort, ça affaiblit tout le monde. Il est le monsieur Brexit du Sénat. Voilà 3 ans que Christian Cambon suit à la loupe les négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Le départ de la Grande-Bretagne, c'est quelque chose d'assez catastrophique pour nos agriculteurs, pour nos pêcheurs, pour les régions normandes et Hauts-de-France. Tout ceci est lourd de conséquences. 75% de la pêche des Hauts-de-France est effectuée dans les eaux territoriales britanniques. C'est vital pour eux. C'est leur chiffre d'affaires. Que vont-ils devenir ? La France est, après les Pays-Bas, le second fournisseur agricole du Royaume-Uni. Il faut rappeler que dans le département de la Manche, nous avons quasiment une vache sur 5 qui produit pour ce marché-là. La Grande-Bretagne apporte 15% du budget communautaire. Donc à ce titre, elle participe au financement de la politique agricole commune. Donc de deux choses l'une, où il va falloir se faire harakiri de cette somme, ou bien il va falloir la répartir sur les autres. Sénat en action, Brexit, la nouvelle frontière. Ce soir à 23h sur Public Sénat. Public Sénat et EcoDDS, société à but non lucratif engagée dans le traitement des déchets chimiques des particuliers, présente Terre à Terre. Bonjour à tous et bienvenue dans Terre à Terre. Je suis ravie de vous accueillir au comptoir général à Paris pour interroger notre rapport à l'énergie éolienne. C'est un enjeu intéressant alors que le gouvernement a fixé comme objectif 3 fois plus d'éoliennes d'ici à 2030. Alors est-ce une énergie d'avenir ou un investissement de pacotille? Cela fait encore débat sur le sujet. Or, on est bien dans ce qu'on appelle l'énergie renouvelable. On en voit fleurir un peu partout des éoliennes sur les crêtes des montagnes, dans nos plaines, mais aussi au large de nos côtes. Je pense à celles qui seront bientôt installées à Noirmoutier. Alors, on va poser d'abord les faits de manière brute pour que vous fassiez déjà une idée avec ce Terre à Terre de Fanny Bernardon. Actuellement, l'éolien en France, c'est 6% de la consommation d'électricité. Cette énergie est assurée par le vent de manière inépuisable. Elle est donc renouvelable et s'oppose ainsi aux énergies fossiles issues de gisements qui, eux, sont tarissables. Il y a 7370 éoliennes réparties un peu partout sur le territoire. Dans les Hauts-de-France, la région Grand Est et l'Occitanie. Ce secteur génère 18 000 emplois. Dans le cadre de la loi de 2015 qui encadre la transition énergétique, le gouvernement entend doubler le nombre de mâts et porter à 15% la part d'électricité éolienne dans le mix énergétique. Aujourd'hui, le nucléaire occupe les 3/4 de ce mix. Même s'il commence à fournir de bons résultats, l'éolien est plus que jamais contesté. Dégradation des paysages, pollution sonore, destruction des biodiversités environnantes, coûts d'installation très élevés, les arguments sont nombreux. Alors, l'éolien est-il un atout indispensable à la transition énergétique ? On va revenir dans le détail sur ces chantiers et leurs impacts au bout du bout. Et j'accueille pour en parler, car elle défend farouchement cette énergie alternative éolienne, notre première invitée, déléguée de la Fédération Énergie Éolienne, justement. Pauline Lebertre est avec nous. Bonjour. Bonjour. Je vais vous rappeler quelques chiffres qu'on a déjà entendus dans ce Terra Data de Fanny Bernardon. 7370 éoliennes aujourd'hui en France. Comment vous expliquez que finalement, on est dans une énergie renouvelable, donc censée être meilleure, plus vertueuse,
et que cela quand même engage des débats assez vifs parfois. On a en fait à peu près 1500 parcs en France. Oui. On n'a pas eu 1500 problèmes très clairement. En fait aujourd'hui on a un sujet qui est que l'énergie éolienne c'est une énergie renouvelable, oui. C'est une énergie verte, elle a énormément de vertus, elle est 100% réversible. Ça veut dire 100% réversible? Ça veut dire qu'on sait la monter, la démonter, on sait la recycler. On a un processus industriel qui est entièrement maîtrisé avec des coûts transparents. C'est vraiment... Sur le recyclage ça fait un peu débat mais on en parlera. Absolument. Oui. Donc c'est une énergie extrêmement intéressante de ce point de vue-là parce qu'en plus elle utilise une ressource qui est locale, gratuite et qui est au cœur des territoires. Et c'est une énergie qui est très mal comprise aujourd'hui et qui est notamment très mal comprise parce qu'il y a beaucoup d'associations qui en fait font de la désinformation sur le sujet de l'énergie éolienne. Alors pourtant il y a aussi des témoignages, on y viendra, de riverains très proches qui se plaignent de vertiges, de céphalées, de troubles liés à la présence potentiel d'une éolienne à côté de chez eux. C'est avéré ça scientifiquement? Alors l'Académie de médecine, elle s'est penchée sur ce sujet et elle a rendu un rapport en mai 2017 qui est assez intéressant parce qu'en fait elle a expliqué justement qu'on était véritablement dans l'effet nocebo. C'est-à-dire que l'effet nocebo, donc c'est l'inverse de l'effet placebo. C'est-à-dire qu'on vous dit, on vous donne des informations et on vous dit qu'avec ça, en fait, vous allez mal. Vous croyez que c'est psychologique alors? C'est l'effet nocebo, la psychologie? C'est très clairement lié à ça parce qu'on est ici vraiment dans un phénomène où on a besoin très fortement de faire de la pédagogie et d'expliquer ce que c'est que la réalité et l'intérêt de l'énergie éolienne en France. Alors il y a quand même l'aspect matériel qui gêne aussi le paysage, pollution visuelle, pollution sonore pour les uns et les autres, ça vous ne pouvez pas le nier. On a des tours de 170 mètres de haut, elles existent. Elles existent, absolument. La procédure en France, c'est la procédure la plus stricte d'Europe. Pour ce qui concerne l'instruction, les études sur l'environnement, sur le paysage, sur la biodiversité, sur l'acoustique. Et donc en fait, aujourd'hui, vous avez des développeurs éoliens qui vont rendre une douzaine d'études extrêmement fournies sur tous ces sujets. Et l'objectif, c'est justement de réussir à les insérer. Oui. Et c'est ce qui est fait le mieux dans leur environnement. On ne les met pas là par hasard. On ne les met pas là par hasard et on ne les met pas n'importe comment. Cette énergie, elle est créatrice d'emplois. Parce qu'aujourd'hui, la filière éolienne, c'est 18 000 emplois en France, répartis sur tout le territoire. Plus de 1000 entreprises qui sont actives dans ce secteur. Et pour les communes, ce sont effectivement, comme elles sont implantées sur leur territoire, des revenus. Et grâce à ces revenus-là, ça permet de maintenir ou même de recréer des services publics. On est vraiment dans quelque chose où les maires comprennent et voient qu'il y a un intérêt. C'est d'ailleurs très largement dit de leur part. Un intérêt très positif soutenu par certains élus. D'autres, au contraire, sont vent debout face à cette énergie que vous considérez comme beaucoup être une énergie d'avenir. On va voir ce qui se passe et où le bas blesse pour certains d'entre eux avec ce reportage de Sandra Cerquera qui est allée rencontrer ces élus justement mobilisés. Ce secteur, vous l'avez dit, est quand même générateur d'emplois. 18 000 à la clé. Mais alors qu'est-ce qu'on fait? Regardez. L'énergie du vent, ce maire y croit. Benoît Roth a soutenu il y a 15 ans un projet de parc éolien sur sa commune et a même donné son accord pour une nouvelle installation, 15 turbines de plus en 2022. Il assure avoir fait le nécessaire pour prévenir les nuisances. En ayant cette distance de plus de 1 km par rapport au village, nous savons que même en cas de forte bourrasque de vent, nous n'avons pas de risque d'être dérangés par le bruit. Et pour cette commune d'à peine 200 habitants, les retombées économiques sont loin d'être négligeables, 20 000 € par an. C'est une part importante justement qui nous permet d'investir dans les projets pour les bâtiments communaux, pour l'éclairage public, la voirie. Voilà, c'est très important pour nous. Mais pour certains, le rêve peut virer au cauchemar. Comme beaucoup d'élus, Isabelle Pestre a d'abord cru à cette énergie verte, jusqu'au jour où il a fallu démanteler la première éolienne en fin de vie. Seule la partie haute de l'éolienne a été retirée, le reste est resté dans la terre, des tonnes de béton en zone cultivable. Je me suis dit, c'est pas possible qu'on parle d'écologie et qu'on nous fasse des petits blocos comme ça, un petit peu partout. Dès que les premières éoliennes vont arriver en fin de vie, on va déplacer le problème, on va recréer un nouveau socle béton, une trentaine de mètres plus loin. Depuis, elle s'oppose à tout nouveau projet, ce qui assure-t-elle n'est pas chose facile, tant les promoteurs la sollicitent. Elle regrette que le maire n'ait pas le dernier mot, alors que c'est lui qui doit gérer les éventuelles nuisances. Même si le maire de la commune dit non,
le préfet, de toute façon, il a autorité. Ça peut tout à fait être inscrit comme étant un projet d'utilité publique, puisque l'État souhaite développer l'éolien et toutes les énergies renouvelables. Donc au final, un maire ne peut pas faire grand-chose, quoi. Malgré l'opposition de certains élus, l'éolien se développe dans la région. En Champagne-Ardenne, quand une éolienne est installée, 3 sont autorisées et 5 autres en projet. Presque 8000 éoliennes sur pied aujourd'hui en France. Combien d'autorisations délivrées, contestées par les associations qui se battent contre la plantation, on peut le dire, de ces énergies renouvelables. Jean-Louis Buttret, vous nous rejoignez dans cet échange. Bonjour. Bonjour. Président de la Fédération Environnement Durable qui regroupe 1300 associations qui disent non à l'éolien. Quel est votre premier motif de contestation car nous n'avons pas suffisamment aujourd'hui d'études scientifiques, d'études d'impact sur la santé. C'est d'abord la pollution visuelle qui vous inquiète? D'abord, il y a une raison économique. Oui. C'est-à-dire que actuellement, ce sont des machines gigantesques qui sont mises. C'est des machines qui peuvent atteindre maintenant 230 mètres de haut, qui sont mises à 500 mètres des maisons. Et lorsqu'on regarde le système économique autour, c'est une énergie qui est subventionnée. Il faut savoir que l'électricité qui est faite par ces machines est achetée obligatoirement par EDF à un prix exorbitant, c'est-à-dire 3 fois le prix de marché de l'électricité, ce qui permet à tout un tas de sociétés de faire fortune. Et cette électricité, elle est facturée à tous les Français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de faire monter le prix de l'électricité et ce prix va doubler. Alors qu'est-ce que vous répondez? C'est la première raison. À cette première argument que vous avez entendu, j'imagine, parce que vous êtes en débat depuis plusieurs années maintenant, Pauline Lebert, sur cet argument et cet enjeu économique qu'on lit en effet sur nos factures. Mais il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que M. Buttret a évoqué la hausse de l'électricité qui est annoncée par le gouvernement. Cette hausse de l'électricité, elle n'a rien à voir avec les énergies renouvelables, ni l'éolien, ni le solaire. La raison pour laquelle vous avez effectivement une hausse de l'électricité, c'est lié à une hausse des prix de gros de l'électricité, ce qui n'a rien à voir avec l'énergie éolienne et avec aucune énergie renouvelable d'ailleurs. Après, M. Buttret dit qu'on installe des éoliennes à 500 mètres des maisons. Là encore, l'instruction d'un parc éolien, c'est extrêmement long. Et en l'occurrence, 500 mètres, c'est un minimum. C'est-à-dire que la distance aux habitations, elle est évaluée, une fois encore, comme je le disais tout à l'heure, du point de vue de l'environnement global. Vous dites 500 mètres. Je ne sais pas si les gens se rendent compte ce que c'est qu'une éolienne actuellement. On a tous vu, et même de près, à 180 mètres. Non, je demande à tout le monde de faire ça. Oui. Prendre une feuille A4, de mettre une éolienne et de la mettre à cette distance. Voilà exactement ce que quelqu'un qui habite une maison d'un petit hameau de France voit de sa fenêtre lorsqu'on lui met une éolienne à 500 mètres de chez lui. Donc il y a un problème, sa maison ne vaut plus rien et il a des nuisances. Alors, vous dites... Quel genre de nuisances alors? Mais il y a des gens qui ne peuvent pas dormir. Et actuellement, nous, tout ce que constatons, c'est que partout, il n'y a pas qu'en France, actuellement, il y a des gens qui sont malades avec les éoliennes. Mais Pauline Lebert, vous parlez d'effet nocebo tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on intègre un petit peu cet effet psychologique. Je comprends très bien sa position. Non, mais on essaie de comprendre nous aussi ce qu'il vous départage. Elle défend une industrie et toutes les industries, quelles qu'elles soient, lorsqu'elles ont des problèmes, elles essaient de vous prouver que ce n'est pas vrai. Monsanto vous prouve que... C'est pas moi qui le dis, l'effet nocebo, c'est l'Académie de médecine, M. Buttret. Oui, il faudrait peut-être lire tout le rapport dedans. Tout à fait. J'aime pas qu'on m'interrompe comme ça, vous voyez, tout de suite agressivement. Non, je suis en train d'expliquer quelque chose. Vous pouvez avancer sur votre argumentation. Moi, je dis, prenez quelqu'un qui est en face. C'est la vice-présidente de la fédération. Oui. Voilà ce qu'on lui a construit. Ça, c'est à 700 mètres de chez elle. C'est une éolienne. Ça se trouve où, ça, par exemple? Ça se trouve à Tigné, c'est du côté d'Angers. C'était un coin charmant. Et actuellement, on est en train de le polluer avec les éoliennes. Alors j'interromps juste votre propos là pour réagir avec vous, Pauline Lebert. Par exemple, cette habitante devant la maison de laquelle on a construit cette éolienne, est-ce qu'elle a été indemnisée d'une certaine manière? Est-ce qu'il y a une politique aussi d'écoute et d'attention vis-à-vis de ces riverains qui peuvent être gênés, en effet En l'occurrence, je ne saurais vous dire qu'est-ce qui s'est passé pour cette dame. Il peut y avoir des indemnisations. Alors, il n'y a pas d'indemnisation de principe pour tous les riverains d'une commune, parce que sinon, effectivement, ce serait un peu bizarroïde. Après, le sujet, c'est que justement, toutes les éoliennes qui sont installées sur un territoire, elles génèrent une fiscalité, des revenus fonciers, dont bénéficie la commune. Par exemple, dans cette commune, de quoi a bénéficié la commune du fait de la plantation de cette éolienne? La commune va toucher une petite taxe. Les propriétaires, eux, bien sûr, vont
touchez un loyer de l'ordre de 10 000 € par éolienne. Maintenant, où est passé le bénéfice de tout ça? Ici, vous avez des Français qui sont victimes, qui paient leur électricité plus cher, et de l'autre côté, vous avez des gens qui font fortune parce que le système est subventionné. C'est un système subventionné. Pauline Lebertre, à quelle hauteur? Ça coûte combien à l'État chaque année d'installer des éoliennes? Alors, l'éolien, c'est à peu près 1,5 milliard par an. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on peut apporter une comparaison assez simple. Le prix moyen de l'éolien, c'est 66 € par mégawatt. Okay, le prix aujourd'hui du nucléaire amorti, c'est 62 € par mégawatt. Le prix du nucléaire amorti, bien sûr. Nucléaire amorti. Il faut du temps. On peut apporter cette comparaison. Elle est simple. Donc, quand on parle de prix, on parle de ça. L'ensemble du parc éolien redistribue 168 millions d'euros par an à toutes les collectivités territoriales. Et ça, c'est régions, départements, communes. Et c'est considérable. Et ça, en gros, sur un parc éolien, il va reverser à peu près 10% de son chiffre d'affaires au territoire de son implantation. Je voudrais qu'on parle d'un sujet important lié à l'éolienne, c'est le recyclage. Parce que la durée de vie d'une éolienne aujourd'hui, c'est quoi? C'est 15 ans, 20 ans, Jean-Louis Boutré? C'est de l'ordre de 15 ans. Qu'est-ce que c'est qu'une éolienne? On commence par couler 2500 tonnes de béton armé. Bien. Ensuite, on met un mât de 100 mètres. Ensuite, on met 70 tonnes de matériel électrique et des pales qui peuvent dépasser 50 mètres, 55 mètres de plastique spéciaux. Et en France, on n'a rien de prévu pour le recyclage, sinon une petite somme qui est provisionnée. Rien de prévu. Les Allemands, qui sont en avance sur nous, ne savent pas quoi en faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la seule technique qu'ils ont, c'est de vendre des éoliennes usagées à des pays pauvres, de façon qu'ils se débrouillent avec leur recyclage. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas encore recyclé d'éoliennes. Donc la question du recyclage. Alors justement, donc dites-nous, qu'est-ce qu'on recycle d'abord dans une éolienne qui a fait sa vie, qui a fait son temps? Alors, une éolienne, c'est principalement, effectivement, du béton, de l'acier, du cuivre. Et en fait, il y a 90% de l'éolienne aujourd'hui qui est recyclée. L'objectif de la filière, c'est bien évidemment d'arriver, pas à 90%, mais d'arriver à 100%. Et le travail sur les pales, qui sont effectivement aujourd'hui dans un composite qui sont principalement, c'est de la fibre de verre aujourd'hui. D'accord. Il y a des travaux de recherche et développement, on n'a pas attendu qu'on vienne nous le dire, c'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est d'arriver à 100%. Alors, je peux vous juste une petite précision sur les quantités. Les quantités. Quand on parle de béton, s'il vous plaît, et qu'on dit on va mettre 15 000 éoliennes, c'est exactement 35 millions de tonnes de béton qu'on met. C'est-à-dire, si vous imaginez, c'est des petits camions les uns derrière les autres qui font les 2 tiers de la Terre. Merci. Jean-Louis Boutré, Pauline Lebertre, on s'interroge et on débat d'abord des éoliennes terrestres. Mais on a d'autres enjeux et d'autres bagarres aussi sur les éoliennes offshore, là qu'on construit au large des côtes. Il y en a beaucoup. Il y en a combien en France d'ailleurs, pour l'instant offshore? Pour l'instant, il y en a une. Il y a un démonstrateur flottant. Voilà, une éolienne flottante installée au large du Croisic qui permet déjà d'alimenter en électricité l'équivalent tout de même de 100 000 foyers. C'est un reportage sur place de Juliette Jean. Dans l'Odyssée d'Homère, Éole est le maître des vents. Dans la mythologie grecque, il est aussi le fils de Poséidon, dieu de la mer. Aujourd'hui, l'humain sait dompter l'énergie du vent en plein océan. Comme ici, à 20 km de la ville du Croisic, en Loire-Atlantique, où se dresse fièrement Floatgen. Ce prototype d'éolienne flottante, la première en France, produit depuis janvier 2019 de l'électricité pour 5000 foyers. L'intérêt d'aller en mer, c'est justement d'aller chercher un vent plus régulier, plus important, et donc d'être capable d'améliorer la production et, in fine, le coût de l'électricité qui sera produite. L'éolien flottant peut être installé loin des côtes, là où les profondeurs sont grandes, à l'inverse de l'éolien posé en mer, qui ne peut pas tenir à plus de 50 mètres de fond. Mais Floatgen repose tout de même sur un gigantesque flotteur en béton de 40 mètres sur 10, retenu par 6 points d'ancrage qui l'empêchent de dériver, ce qui a forcément un impact sur l'environnement. Les impacts de l'éolien offshore qui sont considérés, en tout cas pris en compte, sont des impacts sur l'avifaune, sur les mammifères marins, des impacts qui peuvent être sur l'émission de champs électromagnétiques du fait de la présence de câbles haute tension sous-marins, les nuisances sonores.
Donc c'est tous ces phénomènes qui sont étudiés pour savoir si justement les technologies de l'éolien offshore ont un impact qui pourrait être rédhibitoire. Mais ce qu'on voit de l'expérience des voisins, notamment en mer du Nord, c'est qu'a priori les impacts sont assez faibles. Ces études d'impact sont longues et les recours des riverains, pêcheurs et associations sont nombreux. Ainsi, aucun des 6 projets d'éolien offshore, dont les premiers ont été lancés en 2012, n'a encore vu le jour. Difficile pour l'instant d'imaginer l'avenir de cette énergie. L'éolien en mer va faire partie d'un mix global dans lequel il a sa place. On l'espère, va permettre aussi d'éviter d'investir ou de prolonger notamment des centrales nucléaires qui sont en fin de vie. De là à remplacer l'énergie nucléaire, ce n'est pas forcément la vocation de l'éolien en mer. Remplacer le nucléaire, c'est inenvisageable pour l'instant. Le compléter, déjà plus. Quoi qu'il en soit, la France est en retard dans ce secteur. Pourtant, nous maîtrisons les technologies et nous possédons le 2e meilleur potentiel éolien d'Europe. Saura-t-on exploiter pleinement ces ressources ? Après ce reportage, on peut s'interroger, Pauline Lebertre et Jean-Louis Buttré, sur les éoliennes flottantes. Est-ce que ça peut être un point de conciliation entre vous sur ce type d'éolienne offshore ? Écoutez, l'éolien flottant, pourquoi pas ? Simplement, même l'éolien, j'allais dire, offshore peut avoir certains intérêts. Le problème, c'est qu'en France, d'abord, on a un retard fantastique, on ne fabrique pas ces machines, et surtout, on les met beaucoup trop près des côtes. L'éolien offshore, tel qu'il a été conçu en France, tel qu'il est aujourd'hui, pose aussi un vaste problème avec, là encore, pour le développer, des coûts exorbitants. On a un vrai problème. On est dans le cadre de politiques publiques. Vous allez aussi appliquer les souhaits du gouvernement, multiplier par 3 le nombre d'éoliennes. Alors justement, est-ce que vous allez plus investir dans ces fermes pilotes et plus investir dans les éoliennes flottantes qui peut-être font un peu moins de débat, Pauline Lebas ? Aujourd'hui, il y a très clairement une opportunité énergétique industrielle à ne pas rater sur l'offshore. C'est très clair. L'éolien en mer, c'est extrêmement intéressant parce que comme vous l'évoquiez, les vents sont plus réguliers, les vents sont très forts. On peut mettre des machines qui sont beaucoup plus grosses que celles qu'on installe sur Terre. Typiquement, pour vous donner une idée, une éolienne sur Terre, elle va alimenter à peu près 4000 foyers, alors qu'une éolienne en mer, elle va pouvoir alimenter 12 000 foyers, une seule. Donc c'est extrêmement intéressant. Après, l'éolien en mer posé, je voudrais quand même revenir là-dessus, les premiers parcs qui sont à 15 km. Ce que vous allez voir de la côte à 15 km, c'est un bâton d'allumette quand il fera un temps clair. Alors, pourquoi on n'investit pas davantage sur l'éolien flottant alors, l'éolien flottant, c'est une technologie qui est en pleine... C'est-à-dire que là, on n'a pas besoin de forêt. Exactement, on est en plein développement. Justement, la France, elle est extrêmement volontariste sur le sujet, à tous les points de vue, c'est-à-dire qu'on a des fermes pilotes qui doivent voir le jour d'ici quelques années, qui vont sortir justement de mer d'ici quelques années, qui vont être installées, et on va continuer à avancer. Et on va recueillir d'ailleurs les témoignages d'un autre entrepreneur sur le sujet, mais est-ce que les fermes éoliennes, ça ne peut pas vous rapprocher les uns et les autres, et là faire un peu moins de débat ? Tout ce qui est éolien flottant, je vous dis, on n'a pas de position tant qu'on n'aura pas les résultats de tous ces tests. On n'a pas d'opposition dans la recherche pour ces choses-là. D'accord, vous attendez combien de temps aujourd'hui Aujourd'hui, si vous voulez, c'est comme sur l'éolien posé, c'est-à-dire que le Royaume-Uni, les Danois, les Pays-Bas, etc., ils en ont de l'éolien offshore, et on peut bénéficier déjà de ce retour d'expérience. Donc inspirons-nous déjà de ces études d'expérience. D'éolien flottant à l'éolien des champs, à l'éolien des montagnes, à celui des villes aussi, parce qu'on va y venir, l'éolien urbain, ça existe, vous en ignorez peut-être l'existence, avec un entrepreneur qui s'est lancé dans ce domaine et qui témoigne maintenant dans Tous Terre à Terre. Et j'accueille pour ce Tous Terre à Terre le développeur, le créateur d'une start-up qui s'est lancée dans l'éolien urbain, le fameux Quentin Dubrul, bonjour, pour Unéol, voici votre entreprise. Alors vous vous définissez, ça tombe bien dans le contexte de notre réflexion, comme un ambassadeur du développement durable. Pourquoi vous avez choisi de miser, pas sur le voltaïque, mais sur l'éolien, et l'éolien urbain en particulier ? J'ai identifié qu'il y avait déjà un besoin au cœur des villes, il allait falloir produire de l'énergie. Il y a des endroits dans la ville où on a des gisements, où on a des points hauts, des couloirs de vent, on a des endroits où l'énergie éolienne se concentre, et dans ces endroits-là, on a plus d'énergie éolienne que d'énergie photovoltaïque. Donc ça vaut le coup de venir les récolter avec une machine
qui n'existaient pas, donc qu'on a développés et qui permettent de récupérer d'optimiser la production d'énergétique en ville. Alors on va voir l'état de votre machine. Voilà cette énergie éolienne que vous avez conçue. Alors l'éolienne Unéole. L'éolienne Unéole. Expliquez-nous un petit peu le concept et la conception de cette éolienne. Alors, plusieurs choses. Déjà, on voit bien, l'air vient s'engouffrer dans l'éolienne, qui la fait tourner une génératrice qui produit le courant directement dans le bâtiment qui consomme cette énergie. Ça fait combien de mètres de haut? Avec le cadre, on est sur du 4 mètres sur 2, en gros. On prend 4 mètres carrés au sol. Et toute la particularité de cette machine, c'est qu'elle ne fait pas le moindre bruit, qui est un fondamental quand on est en ville. Elle crée extrêmement peu de vibrations. On a énormément travaillé dans la baisse de l'impact environnemental, c'est-à-dire que c'est des matériaux recyclés, recyclables qui viennent de notre région. On a beaucoup fait d'analyse en cycle de vie, en tout cas de l'éco-conception pour réduire le poids carbone de la machine. Tout est réparable. L'objectif est de pouvoir la faire tenir le plus longtemps dans le temps. Combien de temps vous avez estimé un peu la durée de vie? Le point le plus touchy pour l'instant, c'est les roulements. On est sur une dizaine d'années. Alors on est dans la phase prototypaire ou vous avez développé, commercialisé? Alors la phase prototypaire, c'était 2015-2017. Là, on est en phase pré-industrielle. On en a 7 qui tournent, on en a 3 qui vont très bientôt arriver. Pour les 7 qui tournent et celles qu'on vient de voir sur le toit, là, ça alimente directement la colonne de l'immeuble? Elles sont sur un bâtiment, reliées au réseau, et l'énergie qu'elles produisent sert au bâtiment. D'accord, et alimentée en électricité tous les jours de l'année? Quand elles produisent, c'est de l'énergie que le bâtiment n'a pas achetée. D'accord, ça a été très bien pensé, et en plus c'est un produit made in France, essentiellement Hauts-de-France ça reste made in France. Mais vous essayez aussi d'essaimer et qu'on suive votre modèle, Quentin Dubrulle, pour cette start-up Unéole qui développe ce qu'on appelle donc, vous l'avez peut-être appris, l'éolien urbain. Voilà. Merci beaucoup pour cette mise en lumière. Alors, on a bien compris que là, on essaye, parce qu'on a un enjeu avec un débat et avec des échanges, et avec des riverains mobilisés, de trouver des solutions alternatives pour moins faire grincer les dents et essayer de créer de l'éolien plus vertueux. Qu'est-ce que vous pensez l'une et l'autre, par exemple, de l'entreprise de Quentin Dubrulle? Je pense que ça s'inscrit exactement dans la dynamique globale que cherche à avoir la France dans la transition énergétique. L'objectif, c'est bien de tirer parti de toutes les solutions qui existent pour permettre de faire cette transition énergétique. Jean-Louis Buttré, pour vous? Oui, tout ce qui est recherche, je vous dis, c'est un pari qu'on devrait faire. On devrait faire à beaucoup plus grande échelle. La Cour des comptes estime le programme actuel à l'éolien terrestre à 127 milliards d'euros. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente, c'est colossal. Et celui-là, parce qu'on dit, mettons-le en recherche. Et on sait que, par exemple, cet argent, si on le mettait en recherche, vous pourriez créer immédiatement 10 à 20 000 emplois de recherche. Vous trouvez aussi, Pauline Lebert, qu'on n'a pas assez, ou peut-être vous rejoignez Jean-Louis Buttré là-dessus, investi dans la recherche et développement sur l'éolien en France, et qu'on est passé à côté de certains investissements? Voilà pourquoi vous voulez vraiment qu'on avance sur l'éolien flottant? Sur l'éolien flottant, très clairement, en fait, la France, elle a été très volontariste, elle est très en pointe sur la recherche, sur le développement de cette nouvelle filière. Donc très clairement, il faut capitaliser là-dessus et il faut continuer à investir parce que ça va générer de la création d'emplois en France, dans les territoires. Ouais. J'aimerais juste qu'on pose une autre question sur la recherche, parce que c'est ce qui vous intéresse aussi, sur l'éolien volant. Les éoliennes volantes, il y a des chercheurs qui se... Juste une précision. Oui. Quand on parle d'éoliennes, il faut savoir que la France n'en fabrique pas des éoliennes terrestres. Elles sont toutes importées. Les éoliennes volantes, vous y croyez ou pas? Elles iraient comme des cerfs-volants chercher le vent encore plus haut et pourraient alimenter aussi... Ça fait partie des rêves des chercheurs ou la recherche peut avancer là-dessus aussi? Il faut poursuivre les rêves des chercheurs, peut-être, mais... Je crois qu'il faut que les chercheurs rêvent. Merci. Et voilà, au moins sur la recherche et l'expérimentation, on vous a un peu réconcilié. Jean-Louis Buttré et Pauline Lebert, merci beaucoup de votre présence sur ce plateau et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Terre à Terre. Cette émission qui est filmée au smartphone, vous le savez, et ces petits outils se recyclent. Nous nous retrouvions depuis le comptoir général à Paris, une adresse que je vous recommande. À très bientôt et merci de votre fidélité. C'était Terre à Terre, avec le concours d'EcoDDS, société à but non lucratif engagée dans le traitement des déchets chimiques des particuliers. Les invités de Bonjour chez vous, demain dès 7h30.
passagers à destination. Embarquement pour la Martinique, à près de 7000 km de Paris. Tout au nord, à Grand-Rivière, 7 éoliennes sont sorties de terre début 2019, au milieu de ce champ de canne à sucre. Le parc Grèce, c'est son nom, est le deuxième parc éolien de l'île, mais le plus important en capacité, 14 MW, de quoi fournir de l'énergie verte à 10 000 foyers, soit 5% de la population martiniquaise, et ce par tous les temps, grâce à un système de stockage de l'électricité. Donc ici, il y a 2 conteneurs de batterie, donc leur capacité est de 5,3 GWh. Donc en gros, les éoliennes vont tourner, elles vont produire et elles vont tout simplement recharger les batteries. Donc quand il n'y a pas de vent, les batteries vont venir prendre le relais et injecter sur le réseau. 45 millions d'euros d'investissement et un chantier colossal qui a duré 1 an. Le défi était d'acheminer depuis l'Europe tous les éléments par bateau, puis renforcer les routes jusqu'à Grand-Rivière pour convoyer les mâts et les pales. C'est une grue de 400 tonnes qui a permis de lever les éoliennes à plus de 80 mètres de hauteur. Un dispositif unique et surtout adapté au climat de la Martinique, car ces éoliennes ont une spécificité en cas d'alerte cyclonique. Les pales tout simplement s'orientent lors de grosses tempêtes ou de cyclones pour s'effacer au vent. Et l'éolienne en question s'oriente aussi pour s'effacer au vent, tout simplement. Donc c'est ce qui fait qu'il est assez particulier ce point. Pour la Martinique, c'est la poursuite d'une grande ambition, l'autosuffisance énergétique d'ici à 2030. Un pari sur l'avenir, elle qui en 2018 n'affichait que 7% de son électricité issue des énergies renouvelables. Les 7 éoliennes du parc de Grand-Rivière augmentent de 16% la capacité de production d'énergie renouvelable sur la Martinique. Les vrais enjeux du parc permettent une économie de 10 000 tonnes de fuel et permettent une diminution de 28 000 tonnes de CO2 par an. Et la transition écologique continue. Bientôt, 2 nouveaux parcs éoliens vont voir le jour en Martinique. Début des travaux en 2020.